arrachez-leur les droits. Le plan de Meryl May est lancé. Nos 5 voleurs vont maintenant acquérir les droits des terrains de la société Howler, en allant directement chercher les actes de propriété. Un plan qui semble parfait, un allié qui trébuche, ou une mystérieuse attaque. Buongiorno a tutti, ici Red, et aujourd'hui avec Mike, nous avons décortiqué pour vous le chapitre 14 de Jojo Lands. Un échange d'actes. Du peu commencer sur la lave, voici comment elle fonctionne. Tant qu'elle touche un objet dit de valeur, le fameux objet reviendra obligatoirement à la lave, qu'importe quand et comment. Nous avions aussi vaguement compris que les émotions étaient un facteur dans le fonctionnement de la lave. Grosso modo, on peut dire qu'on en est plus ou moins là. Mais ça c'était avant le chapitre 14 et sa précision du principe de valeur. Car si jusqu'à maintenant on pouvait théoriser sur ce que la lave considérait comme ayant de la valeur, surtout quel type de valeur, les exemples démontrés jusqu'à maintenant ayant une valeur monétaire quantifiable avec le diamant, le dessin ou la montre, le cas du deed du terrain remet en cause tout cela. Le deed n'a été montré que comme étant une étape pour atteindre le terrain de l'entreprise Howler, puisqu'il en est l'acte notarial qui permettra à May et notre bande de pouvoir en acquérir la propriété afin de continuer nos recherches. De ce fait, s'il n'est qu'un simple bout de papier qui démontre l'appartenance d'un lopin de terre à quelqu'un, il n'a donc aucune valeur monétaire propre, contrairement au dessin de Pindarboy qui peut en avoir si revendu. Ainsi nous venons à parler d'un autre type de valeur, celle de la valeur symbolique. Même si en apparence elle n'est pas bien différente de la valeur monétaire, la valeur symbolique représente surtout quelqu'un ou quelque chose qu'on considère comme ayant de la valeur. Là où la valeur monétaire en donne à quelque chose de par un prisme, celui de l'argent donc. Mais là où la valeur symbolique est supérieure à la valeur monétaire, c'est qu'elle est applicable à toute chose, même philosophique ou conceptuelle. L'exemple le plus flagrant est que l'argent est une valeur symbolique, puisque nous avons décidé que cette pièce, ce billet ou ce compte en banque avait une valeur, sa valeur, la valeur monétaire donc. Vous suivez toujours ? Ainsi, non seulement nous avons prédit avec une théorie antérieure l'existence d'un panel de valeurs, mais aussi que la lave sait ressentir ce dit panel. Voilà ce qui pourrait expliquer sa réaction anormale lorsqu'elle a touché le deed, elle a vibré. Étant une réaction inattendue du morceau, on ne peut que spéculer sur l'origine de ce mouvement. Soit il est dû à la somme astronomique de la valeur monétaire des terrains, plus de 50 milliards de dollars tout de même, soit elle a réagi à tout le prisme émotionnel que le deed, et par conséquent le terrain, a connu, connaît ou connaîtra. La règle des émotions est très ténue pour en comprendre la vraie logique derrière, donc c'est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, nous pouvons en comprendre un parallèle important sur l'étape qui a été faite dans l'échange d'actes, car à compter de maintenant, il n'est plus qu'une question de temps avant que les deeds et les terrains qui y sont affiliés reviennent à la lave. À moins que... Attaque en symétrie. Souvenez-vous, dans les précédents chapitres, notre groupe était attaqué par un mystérieux manieur de stand, probablement le propriétaire des 3 chats qu'ils avaient combattus en pleine jungle hawaïenne. On en connaît l'issue, ça s'est fini en 2 chapitres, si on compte le chapitre 9 comme une seconde amorce au problème. Et au final, le type a rejoint le groupe sans trop de soucis. Mais Attaque en symétrie n'est pas un titre choisi par hasard, puisque justement c'est lié avec cet arc. Ce ne sont pas les mêmes membres du groupe qui ont été attaqués. C'est une simple observation mineure, mais alors que Dragona et Usagi étaient en train de régler leur histoire avec la montre, qui s'était subtilement cachée, c'était Jodio et Paco qui étaient attaqués par Charming Man. À présent c'est l'inverse, Jodio et Paco sont tranquillement dans la voiture tandis que Dragona et Usagi sont au cœur de l'action avec Charming Man à leur côté cette fois-ci. Donc comme l'arc précédent, il est fort possible que Jodio et Paco les rejoignent au moment où ils seront le plus mal avant de faire front ensemble à l'ennemi. Mais si on va plus loin que ça, cette attaque subite est extrêmement intéressante d'un point de vue narration, et ce pour l'ensemble du chapitre. Comme vous avez pu le remarquer, le chapitre commence par du quasi-silence, sans mots futiles et en fait une situation qui nous est inconnue. Pour rappel, on s'était quitté sur des simples explications, même pas détaillées du plan, on ne savait même pas par où ils allaient commencer. Et justement, c'est par la mise en scène qu'ici, on apprend ce qu'il se passe, avant qu'Usagi ne trébuche et que l'on ne passe à un flashback. Un flashback que je trouve cette fois-ci hyper bien placé, comparé à un flashback fort entre nos 2 frères Joestar, qui était peut-être un peu trop prématuré pour la force qu'il dégage. C'est simple, une explication détaillée et argumentée que Mike a parfaitement développée dans sa partie juste avant. Mais la force du flashback, c'est avec ce qui se passe juste avant et juste après. Usagi est à 2 doigts de faire attirer l'attention sur eux. Alors que la situation nous paraissait comique juste avant, maintenant qu'on en a appris un peu plus, ce détail nous fait certes sourire, on comprend qu'ils sont un peu dans la merde. Mais un nouvel élément vient s'ajouter à la liste, la chance. Et oui, parce que vous le savez déjà, mais ils s'en sortent rapidement.
assez rapidement pour se diriger jusqu'au guichet et obtenir, par chance, une autorisation de voir la version physique de ces actes. Et par chance, ils n'ont même pas besoin de tourner les pages eux-mêmes et donc ne laissent pas de traces. Et par chance, alors que la pierre a vibré et que les pages ont bougé toutes seules, personne n'a rien capté, même eux, et ils ont réussi à s'en sortir. Ça, c'est un sacré coup de bol! Et par chance, ils se sauvent du bâtiment, et ah bah non en fait. Et la force de cette narration au sein du chapitre, c'est qu'au moment où tout semble aller pour le mieux et que le plan s'est déroulé sans trop d'encombre, et ce jusqu'à jouer sur la chance pour avancer plus loin, la situation empire, et il semble qu'ils se fassent attaquer. Une maladie chronique. Alors que notre trio fuit le bureau des registres, l'avenir devant eux et l'espoir plein les yeux, voilà qu'un malheur tombe sur Aloae. Quoi? Ah, vous aussi vous avez oublié qu'il s'appelait comme ça? Ne remerciez pas, c'est cadeau. Du coup oui, concernant notre pauvre Usagi, ce dernier se met subitement à vomir une substance opaque qui, après analyse de Charming Man, n'est pas simplement du vomi. Et cela est certifié par l'apparition soudaine de plaques de pierre sur son cou, ce qui n'a pas l'air de laisser indifférent notre amateur de particules fines. Même s'il est clair que Chacha en sait beaucoup par rapport à nous, sa soudaine peur et son utilisation du terme « maladie chronique » sous-entend très clairement qu'il a des soupçons sur l'origine de l'attaque envers Usagi. Car oui, même s'il est difficile de ne pas être méta avec Jojo, il est clair que c'est une attaque de stand. Mais dans le chapitre qui s'est écoulé, aucun suspect n'a vraiment été démontré, n'ayant eu qu'en intervenant les policiers, la secrétaire et les employés des registres, et aucun d'eux n'a vraiment été mis en avant pour souligner son importance. Et même si cette piste est assez floue, moi et Red avions pensé à la maladie héréditaire des Higashikata qui a d'ailleurs causé la mort de Johnny. Mais les similitudes s'arrêtent à l'aspect rugueux de la peau et les autres symptômes ne corrèlent pas, donc nous avons très vite abandonné cette hypothèse. Mais je me permets de garder la piste ouverte sur le fait que cela pourrait être une maladie héréditaire venant de sa propre famille, sans pour autant le lier aux Joestar ou aux Higashikata. Cela étant dit, je me permets d'appuyer sur ce que pourrait être la substance que recrache Usagi. Bien que la seule description qu'on en ait soit que c'est opaque, je me permets de théoriser sur le fait que cela soit du plâtre ou du béton. Cela expliquerait et ferait lien avec les plaques rocheuses qu'il a sur le cou, qui pourraient s'avérer être du béton ou ce genre de matière. Ou alors c'est peut-être du... Petit détail intéressant que je me devais de noter, c'est à propos de Tsumate Kudasai. Pendant que Charming Man est au comptoir, Dragona demande au stand de trafiquer les caméras, et on le revoit plus avant la fin où, étrangement, 2 cases lui sont dédiées juste avant qu'Usagi se plaint de son mal de ventre, c'est-à-dire 2 cases. Détail sans importance ou petit indice discret, nous aurons nos réponses au chapitre 15. Même si notre chapitre n'a pas été riche en stand, le peu de leur utilisation qu'on a vu était très intéressante, notamment l'existence d'une complicité bien ancrée entre chaque manieur et leur stand, et surtout entre eux-mêmes. Notamment avec Chacha, bien que grand nouveau de la bande, sa complicité d'exécution avec Dragona donne des actions d'un sérieux et d'une précision remarquable. L'exemple le plus probant est l'utilisation de Smooth Operator pour créer une nouvelle carte d'identité qui, jumelée à la capacité de diffraction de la lumière de Chacha, lui permet d'adopter le visage de la pièce d'identité pour éviter d'être recherché à l'avenir en brouillant les pistes. Ingénieux, subtil et efficace, ce genre de combinaison astucieuse ne peut que donner envie d'en voir plus de ce genre à l'avenir. Merci beaucoup Araki. On revient sur les 2 premières pages du chapitre où on découvre nos 5 complices qui vaguent à leurs occupations à 2 minutes d'un plan risqué. Dragona se maquille, Paco, le seul bon élève, révise le plan avec précaution, tandis que Jodio est très attentif en regardant nos reviews. Usagi mange un big burger et... Charming Man, il est tellement BG, tellement lumineux que je n'arrive plus à respirer. Non, sérieusement, on dirait le gigachat qui boit de l'eau. En plus, il prend bien la peine d'écraser sa bouteille pour montrer que d'une, l'eau c'est la vie, mais surtout qu'il a du muscle, le bougre. Créer un mème à chaque chapitre, c'est fort, très fort. Grazie mille pour cette vidéo qui était certainement plus longue que d'habitude, puisqu'effectivement, il y avait plus de choses à dire sur le chapitre. Après 2 chapitres calmes, on se retrouve avec du concret et un bijou de construction narrative qui méritait d'être développé dans cette vidéo. Espérons que le combat soit véridique et qu'il ne soit pas écourté maintenant que la partie semble vraiment avoir trouvé vers où elle allait. À moins qu'évidemment, il ne faille précipiter les choses pour augmenter la tension dramatique et rapidement amener des enjeux à contre-courant. Et nous voilà arrivés à la fin de cette 14e review sur Jojil. Et aussi peut-être ma dernière de l'année pour moi.
En effet, pour des raisons professionnelles, je vais laisser Red être le seul hôte de notre rendez-vous JoJoesque pendant une durée indéterminée. Toujours est-il que les reviews sur la chaîne sont vraiment des rendez-vous agréables pour moi, qui me permet de retrouver mes origines d'écrivain. Donc ne croyez pas être débarrassé de moi définitivement, on se reverra, ça c'est sûr. En attendant, je vous souhaite de bonnes continuations, que la passion vous guide, et priez Charmyman pour un bon karma. C'était votre fidèle serviteur Mike Damer, à très vite. La bise les gens. Merci Mike pour avoir coécrit la review avec moi, on se retrouve dans quelques mois pour la prochaine review ensemble. Et je ne peux rien dire de plus pour l'instant, mais on va quand même retrouver Mike sur d'autres projets, ne vous inquiétez pas. Évidemment, on se retrouve pour le chapitre 15, c'était Red Plus et Mike, arrivederci.